Carrière vous est offert par Johnny Walker. Keep walking. Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du magazine Carrière. Aider les jeunes à s'insérer professionnellement en leur présentant des jeunes entrepreneurs ou encore en valorisant des parcours atypiques que nous appelons Success Story et même en présentant des trucs et astuces donnés par nos coachs. C'est l'objectif du magazine Carrière. Nous sommes rendus à la 18e édition. Installez-vous, voici le sommaire en images. Je vous retrouve juste après. Dans la rubrique initiative, le jeune entrepreneur que nous allons présenter est un diplômé et passionné de mécanique automobile. Son ambition est d'initier ses compatriotes à l'utilisation des outils modernes et des équipements informatisés pour le diagnostic rapide et précis des engins. Il s'agit de Alain-Joseph Degoué, technicien spécialisé en automobile et président directeur général de Alpha Auto, une entreprise basée ici à Yaoundé. Dans l'enquête à suivre donc, nous allons voir comment les PME, univers de précarité aujourd'hui, peuvent mieux se porter demain. Mais surtout, je vous invite à suivre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le professeur Laurent Serge Etundingwa, qui répond à nos questions et indique la place des PME dans l'économie camerounaise. Dans la rubrique Success Story, nous allons refaire le parcours d'une personnalité à la trajectoire professionnelle originale et aux idées atypiques. Parti en France en conquérant après un diplôme obtenu à l'université de Yaoundé, il a réussi à s'y intégrer en défendant son identité culturelle. Urbaniste, il a travaillé à la construction de la ville nouvelle d'Evry et a été conseiller du ministre de l'immigration sous Nicolas Sarkozy. Cet intellectuel aux idées iconoclastes nommé Gaston Kellman est auteur de plusieurs œuvres dont la plus célèbre est le best-seller « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », un livre paru en 2003. Dans notre rubrique coaching, Jean-Yves Mouriot, le consultant en ressources humaines, va nous dire comment négocier son départ d'une entreprise lorsqu'on décide volontairement de la quitter pour d'autres aventures professionnelles. Dans la rubrique Dernière Nouvelle, votre magazine préféré Carrière présente son trophée reçu récemment aux Médiation Press Trophies Awards, une distinction qui vient consacrer cette émission comme le meilleur magazine TV au Cameroun pour l'année 2012. Voilà pour le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Nous commençons cette émission avec la rubrique initiative dans laquelle nous présentons l'entreprise de ce jeune Camerounais passionné de mécanique automobile. Alain-Joseph Degoué, il s'agit de lui. Après des études au Canada, est revenu dans son pays pour implanter une entreprise Alpha Auto. Son ambition est d'initier ses compatriotes à l'utilisation des outils modernes et des équipements informatiques pour le diagnostic rapide et précis des engins roulants. Voici Alain-Joseph Degoué, technicien spécialisé en automobile dans la rubrique Initiative. Bonjour, je suis Alain-Joseph Degoué,
directeur général de Alpha Auto Plus. Ici, nous sommes à la réception principale, qui ici est contrôlée par Madame Nadège. Ici, à la réception 2, ça c'est un stagiaire, Monsieur Ndouksa. Ici, elle est responsable des ressources humaines pour le moment. Et elle est en stage chez nous. Elle vient du collège Siantou. Nous avons des produits tels que les produits Zero Flow, qui nous avons l'exclusivité dans la réparation, dans la vente ici au Cameroun et en Afrique centrale. Nous en avons aussi une autre gamme de produits qui est Autotiem, qui est spécialisée dans les produits de nettoyage, de lavage automobile. Plus tard, nous allons exposer les véhicules ici. Convertis tes idées en action. Le précieux don sommet en toi. Alpha Auto ici est construit sur 7000 m². Nous avons le centre d'intégration qui est à l'entrée principale. Nous avons le centre de formation en arrière, couplé avec le centre de perfectionnement. Et le centre commercial qui est de l'autre côté, dont vous avez vu Auto Plus, parce qu'on pense voir un bar, restaurant. Alpha Auto Plus est un centre de formation professionnelle qui a pour mission de former la main-d'œuvre nationale qualifiée en matière de mécanique automobile. Mon père a été mécanicien et il était le tout premier concessionnaire Renault au Cameroun. Après mon bac, j'ai décidé d'aller continuer mes études au Canada. Ça, c'est l'atelier du centre d'intégration. Regardez comment il travaille dans une fosse. Vous voyez que toutes les mesures de sécurité sont prises, de l'éclairage, de la taille, de la profondeur. Je suis en train de venir faire un test de perfectionnement dans Alpha Auto, car c'est une nouvelle structure qui venait de voir le jour et qui a envie de nous former encore plus. Ça fait 2 ans que Alpha Automobile a été créé. On travaille sur ce projet depuis 13 ans. Et l'idée vient d'un constat à mon arrivée à Montréal, au Canada. J'ai constaté qu'il y avait un très grand retard entre les pays développés et les pays africains en matière de transfert de technologie, plus précisément en matière de réparation automobile. Dans le projet, quand j'ai commencé, je crée d'abord un premier garage à Montréal. C'était le tout premier garage noir. Je gère Garage Performance à Montréal pendant près de 4 ans. Et ce temps-là était tout simplement pour moi de rédiger le projet du Cameroun. Mais je n'ai pas pu trouver de financement. Je n'ai pas baissé les bras parce que je croyais tellement à ce projet. J'ai fait des économies, j'ai travaillé, je partais aux encans, j'achetais des équipements de fois de seconde main. Et j'ai, par coup de chance, expliquant mon projet à un compatriote qui s'appelle Madame Hemeni Colette, elle est à Montréal aussi aujourd'hui, elle a décidé de mettre immédiatement 20 000 $ dans le projet. Elle m'a dit, moi quand je lis le projet, moi tel que ceci, je suis sûr que ça va y aller. Démarre. Ça c'est un moteur suivant, un moteur V8 de dernière génération. C'est ici que les apprenants viennent faire toutes les assimilations et les tests avant d'aller les réaliser au centre d'intégration. Ici nous sommes dans la salle de formation théorique. Comme vous le constatez, tout le monde ici est à son poste d'ordinateur parce que la mécanique d'aujourd'hui est une mécanique moderne. Et ils sont ici en réseau et ils ont tous leurs cours comme ça en ligne. Au centre de formation Alpha Auto, nous avons des cours théoriques de 5 heures et des cours pratiques qui peuvent aller au-delà de 10 heures. Nous avons 13 apprenants et c'est en réparation automobile. En termes de formation, nous pratiquons une formation en approche par compétence. Donc, tout ce qui est dit est vu et est fait. Et la formation à Alpha Auto amène l'apprenant à lier le savoir au savoir-faire. Donc, dès qu'il sort d'ici, il doit être opérationnel. Je suis très ravie d'être dans ce centre de formation parce que je viens de l'enseignement général et je ne connaissais rien en mécanique. Mais j'ai aimé l'automobile. Je me suis dit qu'il fallait qu'un jour que je puisse conduire un véhicule. Et je me suis dit que tout ne s'arrête pas à conduire, il faut aussi dépanner. Donc j'invite vraiment toutes les jeunes femmes ou les filles de venir vraiment dans le centre de formation Alpha Auto ou alors quelque part d'autre ailleurs se former parce que la mécanique n'est pas comme la mécanique ancienne. Maintenant tout est devenu moderne.
je vais discuter, c'est d'ordre capital humain, donc problème de main-d'œuvre qualifiée. Le problème d'ordre financier, nous les avons, mais elle est de l'ordre secondaire. Parce que si on avait une main-d'œuvre qualifiée, avec tout ce que Alpha Auto a, Alpha Auto n'aura même pas besoin de solliciter aucun financement. Je demanderais tout simplement à l'État de pouvoir investir énormément dans la formation professionnelle. Nous ne pouvons pas attirer les investisseurs si nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. J'ai 72 postes à promouvoir. 72. Et c'est affiché à l'entrée, vous allez voir ça à l'entrée. Je travaille sur ce projet de recrutement avec la délégation régionale, avec le FNE, et nous ne parvenons pas à combler. Au Cameroun, à l'heure actuelle que je parle, nous n'avons aucun centre de formation pour les engins de chantier, ni les engins lourds routiers. Dans le cas de Alpha Auto, nous prévoyons mettre sur pied un centre de formation professionnelle en mécanique des engins de chantier et les mécaniques des engins lourds routiers, les bus, en Balmayo, greffer cela à une direction du développement des matériels didactiques destinés à la formation professionnelle. Exemple, les moteurs sur banc. Ça veut donc dire que les moteurs sur banc, on pourrait les faire fabriquer sur place. On pourrait rendre les véhicules en partie afin de les redistribuer dans certains centres de formation. Ça va permettre de résoudre les problèmes du transfert de technologie. Le projet de Alpha Automobile dure depuis 13 ans. Et c'est après 13 ans qu'on ouvre le tout premier centre de formation. Qu'ils soient tout simplement patients, qu'ils comprennent que même les orphelins peuvent réussir. Tout le monde a les mêmes chances. Et que la seule magie, c'est le travail. Notre enquête s'intéresse aux PME et on peut constater qu'au Cameroun, sur 104 000 entreprises, 85% d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises. Des PME qui, malgré leur rapport dans le tissu économique, restent des étapes de parcours, des cases de passage pour les entrepreneurs. Pourtant, elles devraient être de véritables centres de formation. Le décret créant le ministère des petites et moyennes entreprises en 2004 n'a visiblement pas aidé à résoudre le problème des PME, dont l'un des plus importants est la précarité. PME, aujourd'hui, un monde de précarité. Mais demain peut-être, c'est le titre de l'enquête que signent pour nous ce mois Guy Hervé Fongan, Arafat Ekunga et Albert Ledouillondieu. Les petites et moyennes entreprises constituent le socle de notre économie. Les PME ont une place centrale dans l'économie camerounaise. Selon les dernières statistiques, elles représentent plus de 85% des entreprises créées dans ce pays en particulier. Je me réfère à l'enquête menée par l'Institut national de la statistique en 2009. Qui, sur les 94 000 entreprises recensées au Cameroun, comptait à peu près 90% de PME. Et si on prend les statistiques les plus récentes, celles qui ne sont pas encore totalement officiellement publiées, qui comptent le nombre d'entreprises au Cameroun autour de 104 000 entreprises, là-dedans aussi, on a un pourcentage d'à peu près 85% qui sont des PME. Donc c'est une place centrale dans l'économie, non seulement en termes d'activité, mais aussi en termes de création de valeur et en termes de création d'emplois. En termes de pourcentage, les personnalités employées par des PME sont autour de 50%. Donc par rapport au DSCE, où nous comptons avoir un sous-emploi maîtrisé, un chômage maîtrisé, on ne peut que encourager les PME parce qu'elles sont potentiellement les plus grosses créatrices d'emplois du Cameroun. Cette tendance se confirme, même au niveau continental. Au cours d'un sommet des chefs d'État à Malabo, en Guinée équatoriale, les PME et PMI ont été identifiés par les dirigeants africains comme un gisement inépuisable d'emplois. Gisement d'emploi, oui, mais à la réalité, d'emplois précaires. Très souvent, le premier emploi d'un jeune, c'est dans la petite et moyenne entreprise. C'est là qu'il fait ses armes au prix d'un engagement désintéressé. Mais très vite, les conditions de travail font déchanter. Ils ne sont pas patients, disent les patrons des PME et PMI à propos de ces jeunes. Tout ce que je peux leur demander, c'est d'abord d'être patient parce qu'on ne peut pas s'aimer et récolter le même jour. On prend le temps de se former, le temps de créer l'entreprise et laisser le temps que l'entreprise puisse prospérer afin de réaliser des bénéfices. Pour ceux qui sont pressés de l'argent, ils veulent rapidement avoir de l'argent, ils se trouvent face
à ce problème où ils voudraient absolument entrer dans les multinationales et se refusent de créer ces PME qui, d'un moment à l'autre, aident d'autres jeunes comme eux. Le problème, c'est que les PME et PMI sont structurellement défaillantes sur le plan social, même si elles constituent des centres d'apprentissage, de perfectionnement et d'accumulation de l'expérience nécessaire à l'avancement. Les petites entreprises, petites et moyennes entreprises ont souvent ces défauts au niveau de la trésorerie parfois, qui fait que la paye n'est pas souvent très régulière comme certaines grandes entreprises. La sécurité sociale au niveau de l'inscription à la CNPS, il n'y a pas de problème. Profit de carrière, je dirais pas vraiment. Je suis en train de voir pour les prochaines années à venir, moi-même faire carrière ailleurs. Pourquoi pas essayer de voir avec l'avancement du président qui a créé une banque pour les PME. Mon ambition à moi, c'est que si je peux travailler dans une grande entreprise, c'est bien. Mais si je pourrais aussi créer une entreprise à laquelle je dois gérer, essayer de gérer les gens tout en palliant à toute cette situation plus tard. Aux sources de la précarité, des problèmes de financement et d'encadrement. Cas d'école, cette petite entreprise, basée dans la capitale économique Douala, elle s'est spécialisée dans la confection et la vente des vêtements dits urbains. Pendant une période comme entre 2004 et 2006, où je me rends compte que les vêtements streetwear sont toujours urbains, ça vient toujours d'ailleurs. On avait plusieurs marques qui venaient d'ailleurs. Et on n'avait pas une marque même construite au pays, donc qui faisait dans le streetwear. Pour vendre un t-shirt déjà, c'est pas évident, c'est vraiment difficile. Les gens n'encouragent pas trop. Il y a aussi la fabrication aussi. Pour fabriquer, on manque énormément de matières premières ici au Cameroun. Il faut toujours appeler 2 ou 3 personnes qui puissent payer ces matières en Chine ou à Dubaï. Et les difficultés aussi, déjà, il n'y a pas de grosses commandes à mon niveau. Je fais toujours 1 ou 2 pièces, 1 ou 2 pièces. Ce qui fait que s'il faut employer assez de personnes, ce n'est pas évident. En ce moment, j'emploie 4 personnes. Mais chaque personne a un rôle bien précis. Vu qu'il y a une boutique où on vend les vêtements dont on imprime ici, là, il y a une vendeuse. Là, je travaille à l'atelier avec mon ami et j'ai une autre personne qui fait des dessins, comme sur ce t-shirt. Déjà avant que je ne commence à produire moi-même les t-shirts, je sous-traitais avec une entreprise qui produisait les t-shirts, je revendais. Là, je faisais un peu de sous, mais jusque-là, ça ne pouvait pas payer ce matériel. Déjà, je me suis rapproché de mes grands frères, où j'ai eu un peu de prêts. Et à part là, je me suis rapproché aussi de certaines réunions que j'ai faites pour pouvoir avoir un peu d'argent et je rembourse au fur et à mesure. Le nom de la machine, elle s'appelle Carousel. Elle permet d'imprimer à la chaîne. Il y a une entreprise ici qui importe ces machines-là. Bon, déjà, il y avait un grand là-bas qui aimait bien ce que je faisais quand je sous-traitais à l'entreprise où j'imprimais mes t-shirts. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit si je pouvais déjà l'avancer une certaine somme, il pourrait me remettre la machine pour que je paye au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec cette personne-là. Il m'a d'abord fourni la machine, moyennant une moyenne somme, et après, au fur et à mesure que je travaillais, je le remboursais. Je crois vraiment à mon activité. Je pense qu'il peut être porteur parce que si les autres marques streetwear réussissent ailleurs dans les autres pays européens, je pense que même ici on peut réussir. Il suffit juste de laisser le temps au temps. Et si il faudrait que je change d'activité ou que je me fais embaucher par quelqu'un, je pense que c'est bien possible. Mais il faudra mettre, disons, le niveau de salaire à près de 350 000 avec tous les avantages possibles comme logement, inscription, CNPS. Constat, Supreme Faubeur est une entreprise centrée sur son promoteur. Celui-ci a comme principaux alliés sa foi et ses relations. Il a la faiblesse d'être mal encadré, pour autant, il a contre lui un environnement des plus difficiles. Supreme Faubeur est ce que ce monsieur appelle une PME informelle, de par ses faibles capacités. Jean-Claude Biba, spécialiste des questions de PME, de par sa longue expérience dans le secteur comme employé et maintenant employeur d'une PME que lui-même qualifie de formelle, parce qu'elle entretient des relations normales avec les structures administratives et a un portefeuille client fourni de grandes entreprises. Ici aussi, on connaît des problèmes de financement.
Ceux qui pensent qu'il y a une précarité n'ont pas tort de le penser. Mais il ne faudrait pas se décourager. Aujourd'hui, de grandes entreprises peuvent financer les PME. C'est effectivement à cause de ces grandes entreprises que les PME n'ont pas une survie de plus de 5 ans généralement. Un restaurant comme le nôtre, travaillant avec une multinationale de la place, nous allons y achetons en espèces, cash. Nous revendons à la multinationale qui nous demande d'attendre 90 jours pour être payé. Ce n'est pas possible de s'en sortir sur le temps. C'est là que le rôle des organisations professionnelles est primordial. Le GICAM s'est penché sur la question. Entreprise du Cameroun, ECAM, en fait son cheval de bataille et a annoncé la possibilité de créer 100 000 emplois avec des PME à l'horizon 2015 au Cameroun. C'est un grand défi à relever par tous les acteurs. Quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, ils mettent en avant la question du financement. Or, la PME, dans notre contexte, doit répondre à plusieurs défis. Le défi organisationnel, maîtriser les ressources humaines, maîtriser la stratégie, maîtriser même déjà le projet qui est à la base de l'entreprise, former tous les acteurs qui doivent accompagner le promoteur. Et même il lui faut identifier les conseils dans l'environnement qui peuvent l'accompagner. Est-ce qu'il a un bon avocat? Est-ce qu'il a un bon conseiller? Est-ce qu'il a un bon comptable? C'est autant de paramètres qu'il faut prendre en considération pour pérenniser une PME. Et ensuite, maintenant, effectivement, il y a le défi du financement. Demain peut-être, des PME où les jeunes entrent tout en refusant de les quitter. Le gouvernement est fortement interpellé. Voilà pour cette enquête. Suivons à présent cette interview exclusive que nous a accordée le professeur Laurent Serge Tundingwa dans sa posture de ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat. Il répond à nos questions pour dire peut-être que demain, les PME ne seront pas un monde de précarité. Il y a quelque temps, le gouvernement faisait beaucoup d'efforts pour cela et se plaignait du fait que tout reposait sur lui. Aujourd'hui, nous le disons avec beaucoup plus d'assurance, les centrales patronales, certaines centrales syndicales au niveau des PME, certaines associations professionnelles jouent aujourd'hui le rôle qu'on attend d'elles, et je voudrais tout simplement louer cet aspect des choses. Je prends un exemple tout à fait simple. Pour organiser un forum sur les PME, c'était l'État, tout seul. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux que certaines centrales patronales le fassent. Bon, publicité mise à part, ECAM le fait très bien, le GICAM le faisait déjà et continue à parfaire ce qu'ils ont toujours fait. La Chambre de commerce, qui est notre interface auprès du secteur privé, fait également beaucoup, si bien qu'aujourd'hui, le rôle de l'État est en train de devenir ce que l'État devrait faire depuis toujours, c'est-à-dire mettre en route des programmes, des réformes en accord avec le secteur privé et à tout moment s'arrêter pour évaluer l'impact de ces réformes. Si ces réformes sont positives, on continue, on met de l'ampleur sur leur réalisation, mais si elles ne sont pas positives, on évalue ensemble, on essaie de comprendre ce qui ne va pas et on décide de changer de cap ensemble. Donc le dialogue secteur public, secteur privé qui est entretenu au niveau du Cameroun Business Forum, animé par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, est devenu un dialogue constructif, un dialogue franc, et les résultats sont là. La mise en route de la bourse de sous-traitance et de partenariat qui permet à nos PME aujourd'hui de pouvoir accéder aux grands travaux qui sont des grands chantiers de part et d'autre du territoire national et qui portent les grandes réalisations vers l'émergence du Cameroun, sont aujourd'hui un exemple qui montre que cette bourse de sous-traitance, à partir des grandes entreprises qui existent et qui sont appelées à réaliser ces travaux d'Hercule, bon, ces grands travaux-là permettent désormais, à travers la bourse de sous-traitance, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir accéder à certains services à réaliser dans ces travaux-là. Et nous pensons que cette collaboration
d'accompagnement entre les grandes entreprises que nous appelons les donneurs d'ordre au niveau de la bourse de tous les sous-traitances et des partenariats que le gouvernement a mis sur pied et soutient. Tout cela montre qu'aujourd'hui, la PME camerounaise a choisi une option constructive, une option de pérennisation, et le gouvernement ne peut qu'apprécier cela. Monsieur le ministre, la cible du magazine Carrière est essentiellement jeune. C'est elle qui est intéressée par les questions que nous posons. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux jeunes Camerounais qui souvent se laissent décourager par le chômage, par la difficulté à trouver un emploi salarié? La solution, c'est le secteur privé. Le chef de l'État l'a dit tous les jours. Le secteur privé veut dire que les unités qui existent aujourd'hui doivent employer ces jeunes-là, et ces jeunes doivent créer de nouvelles unités qui vont employer d'autres jeunes. Parce que la fonction croissance démographique qui porte la fonction jeunesse est une fonction exponentielle. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu a créé, il y a un jeune, au moins, qui arrive dans chaque ville pour aller à la recherche d'un emploi. Donc, il faut créer autant d'entreprises que les jeunes sont présents aux portes des entreprises pour chercher les emplois. Et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, le message à donner aux jeunes Camerounais: allez à l'école, allez dans les ateliers, allez même dans les champs, à condition que vous fassiez bien ce que vous avez décidé de faire, parce qu'au bout du chemin, tout cela paye. Monsieur le ministre, pardon, achevons par une nous avons commencé, la PME, un message pour tous ceux qui sont dans ce domaine, j'allais dire, pour tous ceux qui ont pour tutelle le ministre que vous êtes. L'émergence du Cameroun ne peut pas s'obtenir sans le secteur des PME, qui représente 99% du secteur des entreprises de notre pays et où les Camerounais sont majoritairement présents. Si ce secteur était amélioré, si ce secteur devenait performant, l'émergence se rapprocherait. On n'ira plus jusqu'en 2035 parce qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. Ce secteur représente 99% des entreprises, il produit 36% des richesses. Imaginons seulement que ce secteur produise 45-50% des richesses et l'Afrique du Sud est un pays émergent. C'est le résultat qu'il y a là-bas. Le secteur des PME produit 52% des richesses du pays. Alors que l'Afrique du Sud, en dehors de son énorme potentiel minier, n'a pas le potentiel naturel du Cameroun. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a de l'espoir à exploiter ce potentiel-là qui est immense, un potentiel minier, un potentiel énergétique, un potentiel agricole, un potentiel humain. Parce que nous voyageons, il y a très peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir le niveau de formation et la qualité de formation que présentent aujourd'hui les Camerounais. Il faudrait capitaliser tout cela en promotant le développement des structures, en permettant à ce que les intelligences puissent se mettre au service de ce développement-là. Je pense que tous ces efforts conjugués permettront à cette jeunesse de s'épanouir au plus vite, de faire ce qu'elle a envie de faire et de dire que ceux qui sont passés avant eux ont fait un bon travail pour eux. Voilà, professeur Laurent Saitou Ndingwa, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'équipe de Carrière vous dit grandement merci pour votre disponibilité et nous vous remercierons jamais assez pour tout, j'allais dire le mal, mais la peine que vous êtes donnée pour nous recevoir. Quand il s'agit d'un problème qui concerne la jeunesse camerounaise, nous ne pouvons suivre que notre président, qui est toujours disponible pour la jeunesse, et nous aussi, on est disponible pour cette jeunesse-là. Je vous remercie. Merci. In life, I have learnt that it is important to step forward. My business would not exist today if I had not. I had nothing but the clothes on my back and one pair of shoes. People said, "You will trip and fall." And I replied, "I would rather step forward and fail than live with a failure or standing still." In the journey of life, you will be defined by the amount of times
you step forward along the way. Place à présent à notre invité de cette édition. Je vous l'ai dit en titre, il est noir et il n'aime pas le manioc. Gaston Kelman, parti en France il y a plusieurs années après ses études universitaires au Cameroun. Il a travaillé pendant 10 ans dans la commune d'agglomération de la ville nouvelle d'Evry et a réussi en 2009 à être nommé conseiller auprès du ministre de l'Immigration sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Voici l'entretien portrait que nous avons réalisé avec cet intellectuel aux idées iconoclastes, auteur, je vous ai dit, de plusieurs ouvrages et qui aime bien dire qu'il est noir et il n'aime pas le manioc. Je suis né en 1953 à Douala. J'ai fait mes études primaires chez les catholiques, le collège, le lycée. Vraiment, mes parents étaient assez modestes, plutôt modestes. Ma mère a toujours été une petite commerçante, hein, comme beaucoup de nos mamans de cette période-là, à New Bell notamment. Et mon père a été un ouvrier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, à cette époque-là et dans notre société, l'avenir de l'enfant n'était pas conditionné par le savoir de ses parents. On avait les géniteurs, effectivement des porteurs de morale, et après on avait les modèles dans l'intellect qui était, pour moi, ça a d'abord été un prêtre. C'est pourquoi l'une des dates les plus importantes de ma vie, c'est en 1965 quand je rentre au petit séminaire de Bonepoupa. Je suis en faculté de lettres en 1973, je pense, et lettres bilingues, j'ai choisi les lettres bilingues, et c'est à travers cela que je ferai une année un peu plus en Angleterre pour perfectionner mon anglais. Et je rentre au Cameroun, je termine ma licence bilingue et je me mets au travail. Je travaille à Sokopao. Quand on m'a demandé comment est-ce qu'un littéraire se retrouvait à faire du transit, c'est-à-dire du commercial, enfin le type qui m'embauchait, le monsieur qui m'embauchait, monsieur Ngoué, Apollinaire, je lui ai dit, écoutez monsieur Ngoué, j'ai été à l'école pour apprendre à apprendre. Et je pense que j'ai plus de possibilités à vous apporter satisfaction dans 2 mois, 3 mois, parce que j'aurai très facilement assimilé ce que vous voulez que je fasse et ce que vous attendez de moi. Donc après quelques années, je crois 5 années à Sokopao, j'avais envie de poursuivre. J'ai été pris de bougeotte et je suis allé, je suis reparti pour l'Europe et cette fois c'était la France. La France pour moi c'est un choix. Et c'est là justement, je pense que le migrant fait parfois une erreur. Au départ, c'est un choix individuel. Je ne suis pas parti porteur d'un peuple noir. Je suis parti parce que je voulais aller à la rencontre d'autres personnes comme individu. À partir de là, je suis, du fait que j'ai été dans un système français, j'étais déjà, je vais dire, culturellement très français. Je suis chrétien, je me nomme Gaston, j'ai été à l'école, j'ai une licence. En quoi est-ce que le fait d'arriver à Paris allait me modifier, me transformer en quelqu'un qui de chrétien devient animiste, de personne individuelle devient porteur d'une race? Je n'ai pas voulu m'enfermer dans cela. Ceux qui allaient être complexés, du côté des Blancs ou du côté des Noirs, j'avais toujours les ressources pour les mettre en place immédiatement. Mais par contre, la grande erreur que nous faisons parfois, dès que vous arrivez en France, on dit « Ah, vous les Noirs, vous êtes comme ça. Ah oui, c'est vrai, nous les Noirs, on est comme ça. » Bon, en partant du Cameroun, je n'étais pas un Noir. J'étais quelqu'un qui avait un niveau d'études, qui avait un background. Alors à partir de là, je suis chargé de toute cette puissance qui me rattache à une ethnicité. Je suis chargé de cette puissance qui fait de moi le Camerounais, qui est porteur de fierté, qui est porteur d'élégance, qui est porteur de charme. Personne n'a réussi à me faire sortir de cette conviction que j'étais un individu porteur de valeurs. Donc quand quelqu'un voulait me dire, c'est vrai, vous les Noirs, je dis non, je ne suis pas un Noir, je suis Gaston Kelman. Et puis sachant aussi qu'on ne m'attendait pas, c'est moi qui ai choisi l'aventure. Je ne veux pas dire tout de suite après, aidez-moi, donnez-moi tout. Donc je suis parti, j'ai compris qu'on ne m'attendait pas et qu'avec ma licence bilingue, j'avais peu d'ouverture. Donc je me suis remis à l'école. Je me suis formé à l'urbanisme, surtout parce que je comptais revenir au Cameroun quand même, et que je me disais, ce art-là, je pense qu'on en a besoin. Voilà que je termine mes études, il me faut un stage. Et je demande un stage à la collectivité, à la mairie d'Evry. Et le maire me répond que oui, je peux avoir un stage, mais je ne serai pas payé. 2 mois après, je reçois un coup de fil le matin. Bonjour monsieur, c'est le secrétariat du directeur général.
Est-ce que vous cherchez toujours un stage? Oui, vous pouvez passer quand vous voulez. J'arrive, je discute avec le directeur général. Après, je lui dis, écoutez, monsieur le directeur général, il faudrait quand même que je vous dise, je suis père de famille, j'ai des charges, je ne peux pas faire un stage, je ne suis pas rémunéré. Et je me souviendrai toujours, le monsieur me tape sur l'épaule et me dit, jeune homme, les questions d'intendance, on va s'en occuper. Et je vous assure que j'ai commencé stagiaire, mais comme cadre. J'étais bien payé. Et le stage, c'était 3 mois. Je fais mes 3 mois. La personne qui était mon directeur de stage est satisfaite par mon travail. Elle me demande, qu'est-ce que tu vas faire après Gaston? Je lui dis non, je ne sais pas. Elle me dit, bon écoute, moi je suis vraiment satisfait de ton travail. Est-ce que tu veux poursuivre? Je dis, bien entendu. Il dit au directeur, écoute, moi j'aimerais que Gaston continue. Le directeur dit, pas de problème si tu en es satisfait. On a fait ça 3 fois. Donc ça fait 9 mois que je suis là maintenant. Et quand on doit faire la 4e fois, le directeur me dit, bah, écoute Gaston, là ça va. Bon, je pense que vraiment si on a besoin d'un stagiaire, on en prendra un autre. Quelques jours avant la fin du stage, c'est le directeur qui me rappelle. Ben, monsieur Kelman, qu'est-ce que vous allez faire après? Je ne sais pas. Vous êtes de quelle nationalité? Camerounais. Ah, si vous aviez été sénégalais, c'était possible. Parce que nous avons des accords avec le Sénégal. Un fonctionnaire peut être sénégalais. Mais si vous voulez continuer, allez vous asseoir et continuer. Et voilà comment est-ce que j'avais été embauché. Quelques mois après, le directeur général m'appelle. Déjà, mon salaire me satisfaisait. Mais il me dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être moins bien payé que vos camarades. Il appelle la directrice du personnel. Écoutez, monsieur Kelman, voilà, vous allez augmenter son indice, et tout cela. Ah ben j'ai dit, merci beaucoup, monsieur le président. J'ai dit, mais attendez, puisque vous êtes parti en si bon chemin, vous pouvez faire un petit rappel là derrière. Et il me fait le rappel. Et c'est mes premières vacances d'ailleurs au Cameroun, parce que là, j'avais un petit magot. Et nous avions vraiment, on nous a lâché la bride, on nous a laissé carte blanche pour que chacun circonscrive son secteur. Et comme j'étais directeur de l'observatoire, c'est-à-dire c'est moi qui devais orienter les élus, puisque c'était une structure institutionnelle, il fallait que je leur dise ce dont on avait besoin. Est-ce que les écoles étaient suffisantes? Est-ce qu'on aurait besoin de salles de classe dans les années qui venaient? Parce que la ville nouvelle, c'est une ville en construction. Elle avait peut-être 5 000 habitants. Elle en a plus de 100 000 aujourd'hui en quelques années. Et moi, ce que j'ai choisi à l'époque, là, j'ai inventé un métier qui était celui d'urbaniste social. J'ai préféré, plutôt que de tracer le sol et puis les routes et tout, analyser la population. Périodiquement, je sortais ce qu'on appelait les cahiers de l'observatoire. Et ça a été la révolution dans toutes les zones d'ailleurs. Là, c'était plus la ville nouvelle, c'est toutes les zones qui avaient ces cahiers de l'observatoire. Et comme ça, on savait qui était la ville, que c'était que la ville nouvelle, comment s'implanter. Tous les décideurs s'intéressaient au cahier de l'observatoire. J'adhère par les idées et il se trouve que comme par hasard, mes bienfaiteurs quand même aussi, ça a facilité les choses, sont des socialistes. Le maire, la commune est socialiste. Le maire, Jacques Guyard, évidemment, il est socialiste. Et puis, il m'intègre à toutes ces prises de décision parce que mon franc-parler est tel que quand je suis dans une réunion et que je dis, il me dit, Gaston, ce que tu as dit, j'aimerais que tu viennes, qu'on en parle. Voilà comment est-ce que je me retrouve militant, sympathisant, puis après militant. Et je me souviens, en effet, c'est, je crois, en 97-98, par là, que je prends vraiment une carte du Parti socialiste. Mais ce qui va influencer très fortement ma carrière et mes convictions futures, c'est l'observatoire urbain, en fait. C'est pour cela que, généralement, c'est lui que je mentionne. Parce que, à faire mes analyses, à assister à toutes les réunions politiques, techniques, intellectuelles qui se passent dans le secteur, à commander des études, parfois d'ailleurs à d'autres cabinets, je vois l'idée qu'on a du noir en France. Et c'est là que la notion du noir commence à m'agacer. Ah oui, vous savez, ces gens aiment vivre ensemble. Ah, vous savez, et je commande un rapport qui dit des choses comme celle-ci. C'est vrai que pour les Noirs, la polygamie est un facteur d'intégration en France. Je me dis, c'est quoi un noir? Il y a des milliers de professeurs, de cadres noirs, arabes, dans le Parti socialiste. Mais quand on cherche un élu, on ne pense pas à eux. Et c'est vrai que j'ai ça là, comme on dit. Donc c'était très difficile à faire passer comme message. Sarkozy vient au pouvoir. Il nomme pour la première fois une ministre noire, des ministres arabes, et surtout il leur donne des fonctions qui ont du sens. Ce n'est pas le ministre de l'intégration, c'est le ministre de la justice. Et c'est vrai que, waouh, je me dis c'est pas mal. Je ne suis pas de droite, pas du tout, mais je suis appelé par le cabinet de Sarkozy. Je rencontre Guéant, je rencontre Guénaud, je rencontre tout ce monde-là. Monsieur Kelman, ça vous intéresserait de travailler avec nous?
Je dis, pourquoi pas? Mon intelligence, c'est pour la France, c'est pas pour un parti. Et quand on me propose, c'est moi qui choisis le ministère de l'identité, qui est unique, que tout le monde est. Mais c'est là que je peux bosser. Ma problématique, elle est identitaire. C'est quoi l'identité? C'est quoi l'appartenance à un groupe? Est-ce que l'identité est figée ou bien elle est évolutive? Et la réponse est là. L'identité est évolutive et elle se nourrit de culture. Et l'identité, c'est un corpus culturel. Et la culture, c'est l'adaptabilité pure et simple à un espace. Il n'y a pas de culture originelle. Si je vais dans un pays et que je trouve que mes outils culturels du pays où j'étais avant ne s'adaptent pas à l'espace où je suis, j'ai le devoir, l'obligation de les abandonner. Parce que sinon je vais vers la mort. Avant de partir en France, j'ai déjà un corpus d'identité qui me permet de me retrouver très facilement là-bas. Et les enfants qui naissent en France ne sont pas des petits Camerounais. Ils appartiennent à l'espace, même si, je veux dire, de par leur identité, leurs parents leur conservent l'identité camerounaise, la nationalité camerounaise, c'est tout simplement des petits Français parce qu'ils baignent dans un espace français. Leur accent, quand ils parlent, ils ont l'accent de quoi? De Marseille ou de Bourgogne ou de Bretagne. Ils n'ont pas l'accent Ewondo ou Bamileke ou Bassa. Ils n'ont pas l'accent de leurs parents. Leur vision du monde est celle de leur âge. Amin Malouf disait, on est plus le fils de sa génération que de son père. Parce qu'évidemment, chacun de nous, quand le papa nous voit de oh là là, c'est quoi ce type-là? Vous ne ressemblez pas à votre père, vous ressemblez à votre camarade. Et aujourd'hui, même avec la mondialisation, vous ressemblez à un journaliste américain de votre âge, vous ressemblez à un journaliste français de votre âge. Un homme politique aura la même gestuelle des hommes politiques à vouloir vous convaincre, à mentir chaque fois qu'il ouvre la bouche, parce qu'un homme politique ment. Il ne peut pas faire autrement, il ne va pas dire moi je suis un homme politique camerounais, ceci, cela. Ils ont aussi la tendance à nous prendre pour des imbéciles, c'est-à-dire que ouais, vous ne comprenez rien, ceci, cela. Donc c'est ça l'identité. Et on appartient à tout cela à la fois, mais dans une nation qui est porteuse vraiment, qui est la base du fondement de la culture. Aujourd'hui, vous tous qui êtes là, sur cette place, si vous allez au Congo, vous allez en France, dans les pays où on connaît les Camerounais, dès que vous ouvrez la bouche, on dit voilà un Camerounais. Et aujourd'hui, le Cameroun a atteint un niveau où, effectivement, l'identité nationale est tellement puissante que personne ne reconnaît plus le Bassa. Aujourd'hui, le Bamileke, les Wondo, personne ne reconnaît plus. Ni dans l'accent, parce que le fait de partager un espace commun, la langue, la même école, a fait que les accents régionaux ont disparu. Et l'identité camerounaise, elle est réelle aujourd'hui. Elle a surpassé les identités régionales. Un élément d'identification aussi, et c'est la langue, qu'il nous faut une langue, pas 38 langues. Il nous faut une langue. Tout le monde sait quelle est la meilleure. Tout le monde sait que c'est le Fulfulde qui est la langue la plus structurée du Cameroun. Il n'y a pas une nation au monde qui n'ait pas une langue. Ou quand elle en a deux ou trois, comme la Suisse ou le Luxembourg, tout le monde les parle. Tout le monde les parle. À l'époque, c'est le latin qui était comme le français aujourd'hui. Si nos enfants parlent le camfranglais, c'est parce qu'ils ont besoin d'une langue. Ils ont besoin d'une langue. Il n'y a pas de peuple sans langue. Si on impose une langue aujourd'hui, dans 5 ans, je dis 5, tous les Camerounais la parleront. Je suis arrivé aujourd'hui à être écrivain, tout simplement parce que c'était une passion, mais aussi et surtout parce que j'avais vraiment la conviction profonde que je devais transmettre un message. Je n'ai jamais réussi à me censurer. J'ai toujours ressenti la nécessité de transmettre ce que j'avais comme idée, ce que j'avais comme conviction. Je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages et le premier, c'est « Je suis noir, je n'aime pas le manioc », ce qui m'a fait connaître en effet. J'avais au moins une dizaine de manuscrits qui n'avaient pas été publiés et le hasard des rencontres a fait qu'un éditeur a accepté de publier celui-là. Et c'est là que je défends justement le fait que l'identité, c'est une appartenance, c'est l'adaptabilité à un temps et à un lieu, hic et nunc, ici et maintenant. Je me souviens, un grand journaliste camerounais me demandait un jour, vous alors le Bourguignon, qu'est-ce que vous avez gardé de votre culture bassa, camerounaise? Je lui dis, ce que j'ai gardé de ma culture camerounaise, c'est le christianisme et la langue française. Il me dit, mais c'est pas camerounais. Je lui dis, c'est mon père qui me les a transmis. Mes racines, c'est mon père. Nous sommes doués d'intelligence, nous sommes doués de force physique, nous sommes doués de sentiments, nous sommes doués de tout qui permet que la difficulté ne soit qu'une chose logique et à laquelle nous nous confrontons dès le berceau, le bébé, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il tombe. Donc la notion de difficulté n'a pas de sens, c'est tout simplement un parcours.
Et effectivement, il peut y avoir des obstacles plus importants pour l'un que pour l'autre. J'ai rencontré quelques problèmes de racisme. Je ne suis jamais plaint parce que ma difficulté n'est pas surhumaine. Elle a une difficulté tout simplement spatiale, ponctuelle, et c'est à moi d'avoir les ressources pour en sortir. Quand vous allez faire un examen, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Je dis aux jeunes, ayez des idées, soyez créatifs, ne bouffez pas du prédigéré, n'acceptez pas toutes ces idées qu'on vous donne, les noirs ceci, les blancs cela. Allez dans la logique du fait que vous êtes des jeunes, que vous avez des idées, que vous avez la capacité, que le monde vous appartient. Et si vous arrivez quelque part et qu'on vous dit le contraire, ben vous avez les moyens de prouver que c'est vous qui avez raison. Le seul conseil que je peux donner, ayez les idées, inventivité, innovation, l'innovation. Ne faites pas parce que tout le monde a fait. Quelqu'un vend les cacahuètes, vous voyez que tous les Camerounais vendent les cacahuètes. On prend les oranges, tout le monde se met à vendre les oranges. Donc voilà, c'est les idées. Les idées précèdent les moyens. C'est les idées qui donnent les moyens, ce n'est pas l'inverse. Gaston Kelman, nous venons de voir le portrait, j'aime le dire ainsi, que vous avez dressé de vous-même. Quelles leçons vous tirez d'un parcours comme celui-là, le parcours d'urbaniste, le parcours de cinéaste et d'écrivain, enfin d'écrivain précisément? Je reviens toujours sur mes fondamentaux qui sont la foi. Voyez, la foi, ça paraît un gros mot, mais je pense que c'est ce dont on a besoin pour affronter la vie. Il faut y croire. Moi, je n'ai jamais douté de rien, je ne me suis jamais posé de questions et je n'ai jamais de regrets. Je vais avancer, je vais chuter, je vais me relever, je vais recommencer, mais pourvu que j'y crois. Et si effectivement cette façon d'être convaincu que je réussirai à faire ce que j'ai envie de faire m'anime, je réussirai toujours à le faire. Est-ce que vous êtes toujours urbaniste? Mais je voudrais demander précisément à quoi vous occupez vos journées. Je ne suis plus urbaniste depuis le départ du ministère, donc je consacre beaucoup de mon temps aujourd'hui à l'écriture directe qui est celle de la création des œuvres littéraires. Je viens de sortir un dernier roman dont le titre c'est Monsieur Vendredi en Cornouailles. C'est l'histoire de Kofi Nyamnyan, qui est ce garçon qui est venu du Togo et qui est devenu en France parce qu'il était arrivé dans une terre des hommes. Il est atterri en Bretagne, il est devenu ingénieur, il est devenu maire de son village, ministre, député, et tout simplement parce que c'était un être humain qui s'est trouvé devant les hommes. Et puis après, je fais aussi beaucoup de presse, je chronique pour Forbes, je chronique pour Fraternité Matin. Vous êtes Camerounais et Français ou vous êtes désormais seulement Français? Je n'ai jamais prétendu que je ferais table rase de ce que j'ai été. Ce que j'ai été m'autorise à avoir de l'ambition pour deux terres. Quand je suis enfant, je suis français à 100%. Ma préoccupation d'homme est là. Mais évidemment, le Cameroun rentre dans mes préoccupations, comme la Chine, comme le Congo, comme le Gabon. Est-ce qu'il y a des activités que vous menez directement au Cameroun? Est-ce que vous avez des projets d'investissement au Cameroun, d'accompagnement de quelques jeunes dans quelques domaines? Chacun son métier. Je ne pense pas pouvoir faire ce genre d'accompagnement. Mais chaque fois qu'on a eu besoin de moi, je reçois bon an mal an 10 manuscrits par an, pour lequel j'essaie de donner mon avis, d'apporter des conseils, de faire ceci, de faire cela. Mais pour le Cameroun, je suis totalement disponible. Alors Gaston Kelman, en deux mots, quel regard vous portez sur le cinéma camerounais et sur le monde des médias, précisément peut-être de la télévision? Le cinéma camerounais, je pense qu'il peut, comme on dit, mieux faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très dispersé, il produit, mais il n'y a pas de lisibilité dans la production. À titre d'exemple, je viens d'être du jury du cinéma francophone. J'ai eu à visionner plus de 100 œuvres. Et il n'y avait pas une œuvre camerounaise. Ça m'a beaucoup attristé. Par contre, effectivement, j'ai le bouquet camerounais à la maison, bien entendu. Mais honnêtement, je ne serais pas Gaston Kelman et je ne serais pas sincère, je deviendrais politicien si je disais que je suis totalement satisfait. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que notre télévision, elle a les outils pour être meilleure. Je parle surtout de la télévision publique qui doit se donner une mission bien spécifique, celle de former. Et j'ai l'impression parfois qu'il y a beaucoup plus de tourne-fesses que de tourne-ménage, quoi. Qu'on danse peut-être un peu trop. Et un reproche que je fais aussi, par exemple, justement, à la culture camerounaise, c'est là alors, elle regarde les créateurs. Nous sommes trop figés. Quand je regarde par exemple Trace TV, toutes ces télévisions aujourd'hui qui sont pour la musique universelle, et le Cameroun est absent.
Et je ne suis pas sûr vraiment que l'un des pays dont on voit une profusion d'images sur cette télévision ait la capacité des intellectuels camerounais. Mais je pense que la fierté nous a scotché à penser que notre folklore, c'est ce que nous devons forcer les gens à prendre. Je veux dire que la musique camerounaise, c'est le makossa, c'est la siko, c'est le bikutsi, c'est le mangambe, c'est le bensikin. Et ça, on n'a pas réussi à vendre. Gaston Kelman, l'équipe de Carrière vous dit merci. La production dans son ensemble a été très heureuse de vous avoir comme invité pour cette émission. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander si définitivement... Je suis brouillé avec le manioc. Évidemment, j'attendais cette question, vous lui avez réservé la meilleure place. Attendez, je ne suis pas masochiste. Il y a le manioc qui est devenu mon totem. On ne mange pas le totem. Dans la conduite d'un plan de carrière, l'on peut être amené à changer d'entreprise, mais il faut que cela se passe sans heurts. Comment négocier son départ d'une entreprise? Conseil pratique avec Jean-Yves Mouriot dans la rubrique Coaching. Le thème que nous allons aborder, c'est comment gérer son départ d'entreprise. Très souvent, l'entreprise qu'on est en train de quitter, qu'on a quittée, nous aide à rebondir par le biais de références, de contacts ou de missions. D'où l'intérêt de gérer au mieux la communication de son départ et notamment maintenir les relations avec notre ancienne entreprise. Afin d'y arriver, il y a plusieurs étapes à respecter. Notamment la première étape, c'est annoncer la décision de son départ à son manager. Donc éviter le téléphone, éviter les mails. Allez le voir directement en entretien face à face, expliquez-lui les raisons de vos départs sans vous justifier. Plus tôt vous le préviendrez, plus tôt lui il aura la possibilité de vous remplacer. Ne le mettez surtout pas sur le fait accompli, il risque de vous en tenir rigueur. Deuxième étape, expliquer le choix de son départ à son manager. Alors il est important d'expliquer son choix sans toutefois se justifier. Ne critiquez pas l'entreprise, ne montrez pas votre mécontentement, ne soulevez pas tous les dysfonctionnements de l'entreprise. Utilisez plutôt des phrases du type « j'ai trouvé une meilleure opportunité dans une entreprise que vous ne pourriez m'offrir ». Nous allons entamer la troisième étape qui est la période de préavis. Il est important de respecter sa période de préavis afin de ne pas bousculer le service. Et surtout, lorsqu'on quitte une entreprise, il faut toujours partir la tête haute et en bon terme avec son entreprise. Et enfin, pour terminer, la quatrième étape qui est dire au revoir à ses collègues. Il est important de prendre le temps de dire au revoir à ses collègues afin de consolider son réseau. Si un de vos anciens collègues vous fait part de son désir de quitter l'entreprise, laissez-le parler et restez neutre. Préférez plutôt leur rappeler combien il a été bon de collaborer avec eux dans le cadre de votre expérience dans cette entreprise. Ce qu'il faut retenir sur la manière de gérer son départ de l'entreprise, c'est que le monde de l'entreprise est très petit, il est très fermé. Dans le cadre de vos diverses expériences, vous serez amené à rencontrer différents de vos collaborateurs. Et il est important de maintenir des bonnes relations parce que ce seront des personnes qui donneront des références sur vous, notamment sur vos prochains employeurs. Si vous avez eu des mauvaises relations avec eux, ils ne vous mettront pas à votre avantage et ça ne donnera pas envie à l'entreprise de vous recruter. Enfin, pour résumer sur le thème comment gérer son départ en entreprise, première étape, annoncer son départ à son manager en face à face. Deuxième étape, expliquer son départ à son manager sans se justifier. Troisième étape, respecter votre période de préavis, ce qui est très important, ce qui va permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise. Quatrième étape, prendre le temps de dire au revoir à vos collègues, ça vous permettra notamment de fortifier votre réseau. Au terme de la 6e édition annuelle des médiations Presse Trophies, un concours destiné à primer le travail des journalistes, Carrière remporte le prix du meilleur magazine TV au Cameroun. Ce prix, décerné le 28 juin à Douala par le jury du club Médiation sur la base de critères connus, vient ainsi récompenser le travail abattu depuis 2012, année de lancement, par cette jeune et dynamique équipe dont le leitmotiv est de valoriser l'excellence dans le travail, encourager l'esprit d'initiative et contribuer à la formation des jeunes Camerounais. Un challenge quotidien pour votre humble serviteur et pour toute l'équipe qui tient à ce que Carrière demeure le rendez-vous privilégié de tous ceux qui croient à une formation appropriée, à une carrière réussie et au leadership. Et pour célébrer cette distinction, une soirée conviviale a été organisée le vendredi 5 juillet au complexe Atlantis de Bonapriso par Jean-Paul Tchomdou, concepteur de l'émission, afin de présenter à la presse et aux partenaires
ce prix du meilleur magazine télé au Cameroun décerné à l'émission Carrière. C'est l'occasion de vous dire à nouveau merci pour votre fidélité et pour vos observations qui nous ont valu cet honneur que nous espérons renouveler. Notez le rendez-vous du magazine Carrière tous les mois sur votre chaîne de télévision pour vous aider à construire la vôtre. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, mesdames, messieurs, la 18e du magazine Carrière. Nous vous disons merci. Merci encore parce que c'est grâce à votre fidélité soutenue que nous avons reçu cette distinction comme nous venons de le voir. Prenons rendez-vous le mois prochain sur votre chaîne de télé. D'ici là, gardons le lien à travers notre adresse email et fréquentez également notre site internet qui s'affiche au bas de l'écran. À très bientôt. Courage et persévérance sont les gages du succès. Carrière vous a été offert par Johnny Walker. Keep walking. Qu'est-ce qui rend cette journée si particulière ? Juste la manière dont vous l'avez rêvé. Juste les choses extraordinaires que vous allez en faire. Juste les souvenirs que vous allez en garder. Alors, qu'attendez-vous ?